Donc on observe depuis 20 ans, puisque nous analysons nous faisons la moyenne de toutes les activités biologiques que nous mesurons sur la planète tous les ans à la fin de l'année. Nous observons une chute constante et absolument régulière de l'activité biologique des sols. Alors, il faut savoir que les sols, ils hébergent 80% de la biomasse mondiale. C'est-à-dire que la vie, elle n'est pas vous voyez les arbres, vous voyez les plantes, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que l'essentiel de la biomasse vivante, elle est dans les sols. Pour vous donner une idée, les vers de terre, à eux tout seuls, ils représentent le même poids que tous les autres animaux du monde réunis. Et dans un pays, dans une région comme l'Europe, nous sommes passés entre 1950 et maintenant de 2 tonnes de vers de terre à l'hectare à moins de 100 kilos. Les vers de terre, la faune, elle a un rôle fondamental qui est de remonter les éléments constamment. Elle remonte par ses déjections. Les vers de terre, un bon sol, c'est 2 tonnes de vers de terre à l'hectare. Tous les jours, ils vous remontent 2 tonnes de terre. C'est qu'ils remontent la potasse, le phosphore, l'azote à la surface du sol et ils évitent que ces éléments se lessivent. Donc, ils vont éviter que toutes nos richesses, toute la richesse du sol parte dans les nappes phréatiques comme c'est en train de se faire à l'heure actuelle. Nous avons donc à l'heure actuelle une surface agricole qui est stable. Nous détruisons 15 millions d'hectares, nous déforestons 15 millions d'hectares pour récupérer ce que nous avons perdu et la population, elle augmente de 70 millions d'habitants par an. Donc, la situation devient intéressante. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Nous perdons, parce qu'il y a un phénomène auquel personne ne fait attention, c'est que depuis 1984, la production agricole mondiale, céréales, stagne. Nous sommes aux alentours de 2 milliards de tonnes de céréales produites sur la planète depuis 1984. C'est-à-dire que quand on a créé la révolution verte, c'est-à-dire lorsque les États ont abandonné leur rôle qui était de nourrir leur population et ont décidé de confier le développement de l'agriculture à l'agro-industrie, qui a été c'est pour ça que nous avons l'an dernier dépassé 1 milliard d'hommes en état de famine, c'est que les États ont abandonné leur rôle qui était de nourrir leur population. Nous avons dit, maintenant, on file ça à l'agro-industrie, on va filer ça à Monsanto, à Syngenta et compagnie. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils n'ont pas cherché à nourrir l'humanité, ils ont cherché à faire du bénéfice, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé ce qu'on appelait la révolution verte. Les hommes auraient dû se méfier, les révolutions sont toujours sanglantes. Donc, une révolution ne peut pas être verte, elle est obligatoirement sanglante. Qu'est-ce qui s'est passé en faisant la révolution? Nous avons décidé de simplifier outrageusement le modèle agricole, c'est-à-dire que nous sortons d'une civilisation hautement raffinée, qui était l'équilibre agro-silvo-pastoral. Les paysans, ignorants, pour les scientifiques, donc abrutis, avaient créé quelque chose d'extraordinairement astucieux. Ils avaient compris que pour que le système agricole nourrisse les hommes, il fallait qu'il y ait à la fois la forêt. La forêt servait à faire des haies qui empêchaient le bétail de divaguer, fournissait du bois, fournissait aussi de la fertilisation pour les sols, ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté. Ils avaient compris qu'il fallait régulièrement laisser reposer le sol sous la prairie. Cette prairie, on la faisait brouter par du bétail. Ce bétail donnait du fumier. Et avec ce fumier, on refertilisait les sols. C'était l'équilibre agro-silvo-pastoral. C'est le modèle le plus productif au monde par mètre carré. Je vais vous donner un exemple très simple de modèle fait par des gens soi-disant ignorants. On va prendre le modèle aztèque, avant que les Espagnols cassent tout. C'est un modèle très astucieux. Vous plantez en même temps dans le même trou une graine de maïs, une graine de haricot. Le haricot s'enroule autour du maïs. Le haricot s'associe avec une bactérie, le rhizobium, qui fixe l'azote. Donc, il donne de l'azote au maïs. Le maïs grandit et entre les rangs de haricots et de maïs, vous mettez de la courge. Et vous récoltez sur le même champ de la courge, du haricot et du maïs. Il n'y a aucun système intensif qui n'est capable de produire autant au mètre carré. L'ennui, c'est qu'il n'existe pas de machine qui ramasse en même temps les haricots, le maïs et la courge. Ça, on n'a pas encore inventé. Donc, qu'est-ce que nous avons inventé? Nous avons inventé l'agriculture intensive. On a appelé ça intensive, elle n'est pas du tout intensive. Elle est intensive par paysan. Elle n'est pas intensive au mètre carré. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, avec la monoculture, c'est-à-dire un agriculteur qui va faire que du blé, il va être capable, à l'heure actuelle, un agriculteur en Amérique du Nord sur un gros domaine peut cultiver tout seul 500 hectares. Mais si vous ramenez à sa production agricole, elle est nulle par rapport à ce que faisait le paysan aztèque. Ou ce que faisait par exemple le balinet, un balinet qui fait 2 récoltes de riz par an, qui coupe les haies d'acacia, fixateur d'azote, qui met sur le sol après la récolte de riz, fait passer les canards qui ramassent les grains de riz, qui font de la merde et qui font de l'engrais, il fait 120 quintaux de riz, 0 engrais. 120 quintaux de riz, 0 engrais. Alors, on a décidé d'avancer l'évolution verte. C'est-à-dire qu'on dit, ce modèle-là, c'est beaucoup trop compliqué. Nous allons retourner à l'époque du néolithique. C'est-à-dire on va reculer l'agriculture de 6000 ans. On va retourner à l'époque où il y avait des chasseurs d'un côté, il y avait des éleveurs de l'autre. Alors on a mis tous les cochons en Bretagne, on a mis tous les blés en Beauce. Alors d'ailleurs, ils se sont posés des problèmes parce que comme le taux de matière organique s'effondrait en Beauce, ils se sont dit on va peut-être faire des merdoducs qui emmèneraient la merde de cochon de Bretagne jusqu'en truc. Ils se sont rendus compte que ça coûtait quand même un peu cher. Donc maintenant, on fabrique des usines qui brûlent la merde de cochon pour pas polluer la Bretagne. Vous voyez, c'est très intéressant comme modèle. Donc on a reculé l'agriculture de 6000 ans et on a fait une énorme bêtise auquel
tous ces agro-industries qui ne pensaient que business n'ont pas compris, ils ont violé les lois biologiques du sol et ils ont balancé des engrais chimiques dans les sols. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez des engrais chimiques, en particulier de l'azote? Vous allez provoquer une réaction qui est à l'opposé du système biologique. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit les champignons qui fabriquent de l'humus, vous allez multiplier les bactéries qui, elles, minéralisent l'humus et dégagent du gaz carbonique. Et lorsque vous mettez de l'engrais sur un sol, vous faites disparaître la matière organique sous forme de gaz carbonique. Dans un pays comme la France, nous sommes passés entre 1950 et maintenant de 4% de matière organique à 1,3%. Vous imaginez le dégagement de gaz carbonique que ça représente. L'agriculture intensive, la révolution verte, représente 40% des dégagements de gaz carbonique sur la planète. Il y a deux solutions. Ou on continue à donner cette agriculture aux grands groupes agro-industriels et attendez-vous à ce que la famine continue à augmenter, ou les États décident de reprendre enfin, et il serait temps, leur devoir numéro un. Je tiens à rappeler quand même, parce qu'en tendance à oublier, je tiens à rappeler M. Quesnay, physiocrate, au XVIIIe siècle, avait fait une observation remarquable. Il avait dit « Il n'y a qu'une seule industrie humaine qui donne plus, qui rend plus que ce que nous lui donnons, c'est l'agriculture. Lorsque je mets un grain de blé dans le sol, j'en récupère 100. Lorsque je fais de la filature, je pèse mon coton avant la filature et je pèse le tissu après la filature, je n'ai pas d'augmentation de production. J'ai en fait, ça vient d'être expliqué juste à côté, nous avons perdu de l'énergie. Il n'y a qu'une seule industrie qui autrefois, c'est plus le cas maintenant depuis la Révolution verte, qui donnait plus que ce qu'elle recevait, c'était l'agriculture. Or maintenant, avec la Révolution verte, nous dépensons 8,5 calories fossiles pour produire 1 calorie agricole. Alors, M. Yves Cochet vient de nous dire qu'on s'approche du pic du pétrole. Je ne sais pas très bien comment on va s'en sortir avec cette histoire-là. Alors, pour juste vous donner une petite idée, le hors-sol, la tomate hors-sol là, qui vous arrive du Maroc, 36 calories pour produire 1 calorie agricole. Donc, quand le pic du pétrole va arriver, je ne sais pas comment on va faire. Alors, où on se décide enfin, il y a deux choses à faire. Où on change l'agriculture, on passe à une agriculture biologique, on respecte les lois du sol, et on peut imaginer qu'on s'en passera. Deuxièmement, il va bien falloir restaurer les 2 milliards d'hectares de terre. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler pour la Banque mondiale sur nous avons désertifié avec la Révolution verte, nous avons désertifié 300 millions d'hectares de terre. On a fait une étude avec la Banque mondiale, combien coûterait la restauration des terres latéritisées dans le bassin amazonien. C'est, selon l'état de dégradation, entre 1 000 et 5 000 euros de l'hectare. Donc 2 milliards d'hectares, prenons le chiffre bas, 2 milliards d'hectares, là je laisse les économistes travailler, ce n'est pas mon job, 2 milliards d'hectares multipliés par 1 000 euros, je pense que c'est une somme dans une période de crise financière qui n'est peut-être pas une somme très sympathique à donner à nos hommes politiques. Donc voilà, petite réflexion pour la discussion future.